Il sonne 11h en cette journée du mardi 14 juillet 2020. Vous êtes nombreux à nous écouter avec une certaine impatience un peu partout sur les 5 continents, en Amérique, en Europe, en Asie, un peu partout, en Afrique, et ici au Togo, sur Radio Lumière à Anéro, sur Radio Centrale FM à Sokodé, sur Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassar et Radio Courtoisie à Dapam. Sans oublier naturellement la radio, mais la nouvelle génération Canal FM ici à Lomé. À la technique aujourd'hui, Don Piero Gado Suleiman et Géraud Dakoucha. Le plateau qui se peuple avec 3 confrères déjà. Eh bien, c'est parti avec le club de la presse de ce jour à la technique Don Piero Gado Suleiman et Géraud Dakoucha. Ici au studio, 3 confrères déjà installés, un 4e en cours de route probablement. Et au menu de cette émission, des sujets riches et variés touchant tous les domaines. Vous saurez apprécier, d'autant plus que nous avons ici sur le plateau Primus Dotia Genou Arija, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bonjour Sas, bonjour Nicolas, bonjour Parkouzo. Merci. Primus qui nous a manqué ces 2 dernières semaines, tout comme Nicolas Kofigan Digli qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM. Bonjour aux collègues, sans oublier les fidèles lecteurs de l'agent de service de presse Afrique Monde, aspamnews.com. Merci, c'est le patron du journal qui paraît 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis. Vous avez deviné, c'est l'Union pour la Patrie avec son directeur Eric Johnson. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci. Et le 4e que j'ai annoncé qui est en train de nous rejoindre, lui c'est le directeur d'un journal, du journal quotidien, mais qui par la force du nouveau coronavirus paraît pour le moment 3 fois par semaine, lundi, mardi, lundi, mercredi et vendredi. C'est Togo Matin, Dieudonné Monchosa Korolakna. Bonjour. Bonjour, très cher Sas, bonjour auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour. Merci, je l'ai annoncé, au menu, c'est des sujets riches et variés qui vont toucher tous les domaines. Alors pour la circonstance, nous avons choisi une pensée du jour qui est également un peu longue. Je requiers votre attention. Aimé Césaire a écrit, je cite, « C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, conquise, lucide, hors de naïveté. » Encore une fois, pour votre mémoire, Aimé Césaire qui écrit, « C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance conquise, lucide, hors de naïveté. » C'est ce que nous écrit Aimé Césaire. Et nous démarrons ici cette émission avec une pensée spéciale pour les compatriotes togolais vivant en France, à tous les citoyens français. La France qui est en fête nationale aujourd'hui, 231 ans après la prise de la Bastille. La fête nationale en France se célèbre à minima, mais le personnel en première ligne, en ligne de front pour la riposte à la Covid-19 est à l'honneur. Eh bien, c'est... Le personnel de la santé. Pardon? Le personnel de la santé. Le personnel de la santé, qui est en première ligne pour la riposte à la Covid-19 est à l'honneur aujourd'hui. C'est comme ça que la France a choisi de célébrer sa fête nationale en honorant le personnel de santé. Nicolas Digli. Je pense que c'est déjà quelque chose qui est très bien.
Et il faut le noter, cette fête qui est nationale en France, nous allons d'une manière ou d'une autre faire une petite vision historique de la chose. C'est que le 14 juillet, c'est la fête nationale depuis 1880, instituée selon le projet de loi porté 89. en main par Benjamin 89. Raspail. Oui, 89 par Raspail. Cette date du 14 juin qui s'associe ou bien s'identifie à deux événements majeurs en France, il faut le reconnaître. Même si on parle de la fête nationale, il faut reconnaître d'abord qu'elle renvoie à 1789 et à la prise de la Bastille, bien sûr, mais aussi à 1790 à la fête de la Fédération sur le champ de la Marne. Bref, le 14 juillet, c'est un entretien entre les émeutiers et les pacifistes et entre les diviseurs et les réconciliateurs. Donc on ne peut dire que bonne fête aux Français et vivement que cette fête aujourd'hui, les hommes en blouse, pour ne pas dire les médecins, sont en pole position et que ça soit vraiment celle de réconciliation ou bien celle de l'éradication de la pandémie et en France et dans le monde, et vivement que ça puisse profiter à tout le monde. Merci. La France qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. La France qui passe dans l'inconscient collectif comme la patrie des droits de l'homme. Cette France qui est liée avec notre pays, le Togo, et bon nombre de pays africains par l'histoire. Primus, c'est fête nationale en France aujourd'hui. Oui, oui, alors les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah oui, c'est un jour de gloire ensanglanté, couvert de sang, qui heureusement célèbre la fin de la monarchie, le passage à la guillotine de Louis XVI et tout le reste. Bonne fête à monsieur Marc Vizy et à tout son personnel à Lomé. Et vive la France. Merci. Donc, ça sonne bien. Liberté, égalité, fraternité. La France, patrie des droits de l'homme. Mais, Montchosso, nous découvrons que l'histoire des pays, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de sang. C'est justement ce qui fait le ciment d'une nation. C'est vrai, et cette triade d'ailleurs reprise d'une manière ou d'une autre par plusieurs associations, par plusieurs regroupements, liberté, égalité, fraternité, mais ça vaut tout son pesant. Ça vaut tout son pesant et de toutes les façons, il faut d'ailleurs même le voir peut-être en lien avec la citation du jour que tu donnais tout à l'heure en préambule à l'entame de l'émission. Mais c'est-à-dire que de toute façon, la vie, mais c'est tout le temps l'ombre et la lumière aussi. C'est le jour et la nuit tout le temps. Et nous sommes tous d'accord, Primus le disait tout à l'heure, que cette gloire, elle a été acquise justement au bout d'une longue marche. Et nous autres, en fait, jeunes nations, nous autres, jeunes démocraties, mais ça doit être un exemple pour nous. Si nous nous mettons dans la perspective selon laquelle nos démocraties datent ou remontent aux années 90, et si nous sommes d'accord alors que nous avons une trentaine d'années de pratique, c'est que nous avons encore du chemin. Et il faut se le dire, quand on analyse un peu le contexte, que ce soit au Mali, que ce soit dans plusieurs pays très instables aujourd'hui, mais c'est que, en tout cas, mais nous avons du chemin, et aucune gloire ne s'obtient sans lutte, en fait. Merci. Sans lutte. Les pays, les nations, c'est toute une histoire, beaucoup de sang, beaucoup de larmes, et c'est justement le sang des martyrs qui constitue le ciment de ces nations que nous envions aujourd'hui et auxquelles nous voudrions ressembler au Togo. Pourquoi pas les dépasser? Eh bien, fait essentiel, la France honore aujourd'hui les blouses blanches des médecins, tous ceux qui sont au front du coronavirus, c'est eux qui sont célébrés. La France qui a connu une trentaine de milliers de morts, et la France également qui craint une éventuelle vague de recontamination, ce qui nous appelle tous à la vigilance. C'est ce que l'OMS nous rappelle sans cesse.
attention, plus que jamais, la vigilance. Pendant que nous, ici au Togo, nous sommes plutôt dans la dynamique des ouvertures progressives. Il y a 5 semaines, on a réouvert les écoles. Demain, c'est l'enseignement supérieur qui va ouvrir ses portes. Vendredi, nous pourrons retourner dans les temples, mosquées et églises pour prier. Et d'ici dans quelques jours, nous allons ouvrir nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Tout cela que nous revisitons avec l'Indépendant Express qui nous rappelle reprise des cours dans les universités du Togo. C'est à partir de demain, 15 juillet. Pendant que vous, Pakudjo, dans votre journal L'Union pour la Patrie, à la page 4, vous nous rappelez l'ouverture des lieux de culte vendredi prochain, le 17, mais vous précisez que le gouvernement rappelle à qui veut l'entendre qu'on va ouvrir les églises, les temples, les mosquées, mais il n'y aura pas de culte de nuit, il n'y aura pas de veille de prière et non plus de veille funèbre, tout cela qui reste interdit, du moins pour le moment. Oui, en réalité, cette ouverture est une expérimentation de l'ouverture prochaine de l'ensemble des églises, des lieux de culte et pourquoi pas de l'ensemble des activités dans notre pays. Toutefois, le communiqué que le gouvernement a rendu public stipule très bien que pour le moment, il ne faudrait pas que les gens s'adonnent déjà aux veillées de nuit, aux veillées de prière et aux veillées funèbres. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe chez nous, quand il y a un décès, on organise toute une cérémonie funéraire. Et ici, il faudrait que les gens fassent attention que l'ouverture des lieux de culte aujourd'hui, comme l'a dit le communiqué, c'est pour expérimenter s'il faut réellement ouvrir tous les lieux de culte. Il faut bien préciser cela, et c'est pour ça qu'il y a des églises qui ont été sélectionnées pour cette expérimentation, et je pense que c'est de bonne guerre. Lorsqu'on va dire tout de suite que les lieux de culte sont ouverts entièrement, je pense que c'est tout le monde qui a envie aujourd'hui d'aller prier quand même. Mais est-ce que les mesures les mesures barrières pourront être respectées dans ces lieux de culte-là, et c'est pour ça que le gouvernement a pris soin de sélectionner certaines églises pour expérimenter la chose. Et nous suivons les congrégations religieuses qui publient la liste des mosquées, des églises et des temples par région, par ville. Ces églises et les confessions religieuses qui précisent que les mesures assez draconiennes seront de rigueur pour l'entrée dans ces lieux-là, comment prier, comment ressortir, en portant la bavette, en se lavant les mains, en respectant la distanciation sociale. Et pour cela, on voit de bonnes volontés qui assistent la population de l'intérieur le week-end dernier. C'est le Premier ministre Classou et les députés de sa région qui ont convoyé des masques et autres dispositifs dans la préfecture de Hao. Les cadres Bassa en ont fait de même un peu partout ici sans faire de jaloux. Et le gouvernement qui dit également que les fêtes traditionnelles sont interdites, enfin suspendues pour le moment. Mais il y a une vidéo qui circule, Montosso, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une vidéo qui vient du pays Kabylie, où on voit des jeunes gens se rassembler sur une place de marché, danser le kamou et chanter, entre autres, Coronavirus Zewa. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Bon, je n'ai pas encore vu la vidéo. Okay, je vais vous l'envoyer. D'accord, mais non, s'il faut dire un mot par rapport à cette entre guillemets tentative de réouverture de lieux au grand public, mais c'est que il faut comprendre que ces lieux qui sont choisis, qui sont sélectionnés pour le moment, ont une grande responsabilité. Parce que tout dépendra justement de comment les mesures sont respectées, les mesures barrières, la distanciation, le lavage des mains, etc. Parce que nous le savons, que ce soit
par exemple, l'université ou les universités, que ce soit les lieux de culte, c'est des lieux où il y a toujours foule, sérieusement. Quant aux lieux de culte, surtout, c'est des lieux de grande fraternisation. Généralement, quand on se retrouve à l'église, on a envie de s'embrasser pour témoigner au moins l'amour fraternel, etc. Et ça, on a vite fait d'oublier parfois, justement, qu'il y a une pandémie qui plane au-dessus de nos têtes. Non, comme une le virus ne plane pas, il est déjà. Mais voilà, donc, voilà, bon. Et donc, il faut que ces lieux comprennent parce que, mais vous savez, quand vous analysez même l'actualité mondiale, mais dans plusieurs pays, on assiste même à des reconfinements, justement, de certaines villes, à des reconfinements de certains lieux. Il faut justement craindre cela. Il faut justement que les responsables de ces églises, on va dire pilotes, ces églises testent, qui sont choisis justement pour un test par rapport à la rouverture des lieux, comprennent justement la responsabilité et que les fidèles aussi se mettent vraiment au pas pour suivre justement les mesures. C'est très important parce que, en tout cas, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Il faut le dire. Merci. On n'est pas du tout sorti de l'auberge. On a commencé par les écoles primaires, secondaires. On va aller sur le supérieur bientôt. Les églises, lieux de temps, lieux de culte incessamment. Et dans quelques jours, les frontières aériennes également qui seront réouvertes. Et ce ne sera pas sans conditions. Ces conditions que l'Union pour la patrie nous rappelle à la page 7 quand vous écrivez nouvelles obligations à destination ou en partance de Lomé. Oui. Là, je crois que les autorités sont en train de prendre ces mesures-là pour prévenir quand même ce virus-là chez nous. D'abord, en termes de procédure, il est spécifié que lorsque vous partez à partir de l'aéroport de Lomé ou que vous entrez au pays à partir de cet aéroport-là, vous devez prendre certaines mesures. Là, on dit, par exemple, que tout voyageur en provenance ou à destination de Lomé devrait souscrire automatiquement à une assurance médicale ou de voyage lors de l'achat de son billet. Et ensuite, il y a cette mesure qui demande que 112 heures avant le départ, il faut se souscrire à un test, PCR Covid-19. Ensuite, ce test qui sera effectué par un laboratoire qui est déjà installé à l'ancienne aérogare de l'aéroport Gnassingbé Yadéman, ces tests-là, c'est pour déterminer votre état de santé et si vous êtes contaminé ou pas. C'est ce test-là qui va le déterminer. Et l'une des mesures phares de ces procédures-là est que vous devriez en tout moment avoir une application qui s'appelle TogoSafe que vous devrez télécharger et laisser ouverte à tout moment pendant votre séjour à Lomé. C'est-à-dire vous avez au moins 30 jours cette application-là sur vous pour qu'on puisse vous tracer, savoir où vous êtes, quels sont vos contacts, etc. Et en tout état de cause, voir si vous êtes contaminé ou pas. Ça, c'est une mesure importante qui va permettre quand même, comme on l'avait toujours dit dès le début de cette pandémie chez nous, pour permettre de savoir si les voyageurs sont contaminés ou pas. La même chose, lorsque vous sortez du pays, vous devrez installer cette application-là pour que, à votre arrivée dans le pays hôte, vous puissiez être également tracé, et cela permet quand même de protéger les populations ou les personnes avec qui vous aurez contact de ce virus-là. Merci. Le nouveau coronavirus est dans nous, avec nous, mais il ne va pas pour autant nous empêcher de vivre. Nous allons nous vivre, mais en l'adaptant à notre vie, ou bien en adaptant notre vie à ce nouveau coronavirus. Voilà la disposition que nous rappelons, qui porte sur la réouverture des écoles primaires, secondaires et supérieures à partir de demain.
les lieux de culte et des centres de prière à partir de vendredi. Et les frontières nationales bientôt. Et bientôt, logiquement, la réouverture des écoles supérieures. Il y a un communiqué déjà demain. Demain. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on respecte les mesures barrières. Merci. En prélude à l'ouverture des frontières, on apprend que Air Ivoire est déjà impatiente de desservir la place de Lomé. L'essentiel, c'est que cette compagnie aérienne s'entende avec les autorités aéroportuaires de notre pays pour que la sécurité soit garantie pour nous tous. Ah, mais ça, oui. Air Ivoire est impatiente, d'accord, mais il faut savoir aussi que dans les mesures prises par les autorités aéroportuaires, il y a quand même le volet financier. Est-ce que les Togolais qui vont voyager par Air Ivoire sont à même de payer les 500 000 francs Eh bien, ces candidats, au retour, au départ, vont s'informer auprès de leur compagnie aérienne et s'acquitter de ce qui leur revient comme obligation. C'est un avion qui a sans doute transporté sur Paris un petit colis dont la presse et les médias parlent beaucoup. Il s'agit de ce que l'État togolais a requis, l'expertise de la France dans l'enquête sur les circonstances de la mort du colonel Madjoulba. Nous en parlions hier, nous y revenons aujourd'hui avec Liberté qui écrit que la France apporte son aide au Togo dans l'affaire Madjoulba. L'Indépendant Express lui aussi écrit colonel Madjoulba, le compteur est à 0. La France enquête. L'Union aussi qui écrit sur ce sujet à la page 3. Des expertises balistiques via la justice française pour savoir les circonstances de la mort du colonel Madjoulba. Nicolas Adigli, quand nous en parlions hier, en nous fondant sur certains journaux, il était question que ce colis comportait 75 pistolets, leurs balles et les douilles ramassées sur la scène de la mort du colonel Madjoulba. Mais ce matin, je lisais à la une du journal Le Médium une déclaration du ministre général Yard qui disait que ce n'étaient pas les pistolets que le Togo a envoyés pour expertise, mais c'est les balles et les douilles. Je ne sais pas si vous en savez davantage pour nous éclairer. Je suis sidéré, pour ne pas dire révolté, en entendant ce genre de propos. D'abord, lorsqu'on claironne chaque fois sur les médias la souveraineté de l'État togolais, lorsqu'on se rend compte qu'on est un peu acculé, la souveraineté de l'État togolais. Où est la souveraineté de l'État togolais si, d'abord, depuis plus de combien de mois il y a eu cet assassinat? Madjoulba a été 3 mois, mort au 3 mois du 4 mai dernier. Et depuis 3 mois aujourd'hui, 2 mois, du moins, ce qu'on nous dit aujourd'hui qu'on envoie les effets. Donc, notre souveraineté, nous l'avons dans la bouche. Et c'est cette France maintenant qui va nous identifier maintenant les balles qui sont. Mais quand même, à côté de ça, et la France est venue sur la brûlure du marché de Lomé. Il y a eu des analyses des experts de France. Qu'est-ce qu'on en a fait? Nothing. Les gens ont été cités normalement. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Le procureur a-t-il bougé le cul? Excusez-moi. Rien. Mais à côté de ça, maintenant, on nous dit aujourd'hui que gaillardement, les balles sont envoyées en France pour expertise. Mais moi, je suis sidéré. Où est cette souveraineté-là qu'ils sont en train de claironner chaque fois? Où est cette souveraineté? D'ailleurs, la personne, le défunt, que la famille m'excuse, n'a pas été assassiné à la maison ou à son domicile, mais dans le camp, un lieu sécurisé, où on sait qui ils sont. Mais quand même, c'est amuser la galerie. Sincèrement, c'est amuser la galerie que de nous dire aujourd'hui qu'il y a une expertise qui va en France pour, quand même. Cette souveraineté qu'ils ont souvent claironné, c'est où? C'est où? Moi, je me dis que c'est une baliverne encore. Merci, mais Primus, c'est vrai, ça peut chatouiller un peu la fierté nationale que un pays indépendant depuis 60 ans qui dit chaque fois leur souveraineté lorsqu'il y a question politique à un autre pays pour nous situer sur ce qui s'est passé dans notre jardin ici. Ça c'est d'un. De deux, Madjoulba a été quand même trouvé mort il y a plus de 2 mois. Alors que d'après ce que nous avons appris par indiscrétion, la commission mise en place par le chef de l'État n'avait qu'une période de 15 jours. Le délai a aspiré depuis.
depuis plus de 2 mois, c'est maintenant qu'on envoie ces échantillons-là. Et ça veut dire que c'est pas demain que nous aurons la vérité sur les circonstances de la mort de notre compatriote. Je suis surpris. Beaucoup de nos officiers sont des Saint-Syriens. Ou alors ils ont été mal formés. Qui ne sont pas capables de faire la balistique, de déterminer eux-mêmes, des généraux, des officiers de commandement, des officiers de troupes, de déterminer de quel type d'arme peut sortir une telle balle et de quelle direction on peut la tirer. Et on va l'envoyer encore au pays du formateur. Donc ils ont été mal formés. Ils ont été Même mal à formés. côté de ça, Ou bien, l'État togolais paie quelle arme? S'il vous plaît, Nicolas, nous parlons après l'eau. Ou bien, les militaires togolais n'ont pas le matériel adéquat pour ces expertises. Et ils utilisent les armes là? Comment ils veulent utiliser Primus va terminer. Vous avez fini, Primus? Non, j'ai pas. Ils utilisent des armes, puis ils cherchent le matériel ailleurs. Comment on fait pour commander là? C'est ça. Pour commander l'arme, on décide de quoi? Des caractéristiques, non? On ne commande pas une arme, on la tire. Non. Pour l'acheter. Le Togo ne fabrique d'armes. Pour l'acheter. Celui qui commande, qui fait faire passer la commande, il choisit les armes là, par rapport à quels critères? Vendez-t-elle les armes à mon armée? Sur quelle base il se base? Eric Johnson? Ouais. Alors, nous parlons là de quelque chose de très important. D'abord, c'est un assassinat qui s'est passé dans un camp. Et ce qui est déjà grave. Par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a eu comme premières informations autour de cet assassinat-là, tout le monde conclut qu'il s'agit d'un professionnel qui a opéré. Alors, Nicolas vient de dire quelque chose tout à l'heure de très important, que le Togo ne fabrique pas d'armes. Alors, un professionnel qui rentre dans un camp pour commettre cet assassinat-là, je ne pense pas qu'il puisse utiliser une arme qui soit facilement détectée sur le terrain. Je crois que ce que fait la commission d'enquête en envoyant les balles et les douilles pour expertise, c'est justement pour tracer cette arme qui a servi au crime. Je dis toujours que lorsque l'on est dans cette situation où on est incapable de dire, avec les moyens que nous avons à notre portée, déterminer le type d'arme qui a servi, il faut forcément faire quand même recours à une puissance qui fabrique des armes pour le faire. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut plutôt comprendre la chose. C'est révoltant quand même. C'est révoltant, sincèrement. Non, de toutes les façons, je pense que... Nicolas, nous parlons après l'autre. Oui, voilà. Oui, Eric, terminé. Nicolas a raison. Maintenant, il s'est calmé. Allez-y. Il a raison de s'emporter parce que, vous comprenez, c'est un sujet très important que nous sommes en train de débattre. Et donc, à mon avis, c'est pour tracer l'arme qui a servi au crime que cet appel à la France a été... Merci. Nous ne voudrions nullement dédouaner la société togolaise, mais Montoso, on apprend chaque jour que pour des cas similaires, même les grands pays font recours à l'expertise des pays, d'autres pays dans lesquels le matériel a été formé, ou bien pour quand même se voir conforté par des contre-expertises venues d'ailleurs. Je crois que c'est de bonne loi que le Togo, même si nos militaires ont été formés dans de très bonnes écoles, dans de grandes écoles, mais après tout, ce sont des hommes. Et dans le cas de figure, mais puisque le sujet est très sérieux, on ne sait pas qui a été complice de qui dans cette affaire. C'est une affaire sérieuse et importante. Mais voilà pourquoi, d'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant, mais pour permettre à la vérité d'éclater, il serait intéressant peut-être de faire appel à des experts étrangers parce que justement, mais eux, on peut se dire clairement que ils n'ont rien à voir, ils ne peuvent pas être soupçonnés éventuellement de complices dans cette affaire. Parce que
dans cette affaire, mais on ne sait pas qui est qui a été complice de qui dans cette affaire. C'est pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles... Maintenant, s'il vous plaît, Nicolas, quand quelqu'un parle, on l'écoute. Nicolas, vas-y, mais très respectueux. Merci. Vas-y. Mais par ailleurs, mais je voudrais dire quelque chose. Mais en vérité, est-ce que quand on parle de la souveraineté d'un État, la souveraineté d'un État fait abstraction? Ah oui. Non, Nicolas, tu as dit tout à l'heure. Mais quand même. Monsieur Nicolas Digli. Vas-y. Attention. Mais d'accord, quand on parle de la souveraineté d'un État, mais la souveraineté, par exemple, d'un État comme l'Italie ne l'a pas empêché de faire appel, dans le cadre du coronavirus, à l'expertise cubaine, par exemple. Mais plusieurs pays au monde, plusieurs grandes puissances, mais qui sont très avancés en termes de médecine, au nom de... Mais en fait, ils n'ont pas mis en avant leur souveraineté comme orgueil pour refuser de faire appel à certains pays qui sont très avancés dans certains domaines. L'exemple, justement, de Cuba dont je parle. Mais quand on parle de souveraineté, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus de la coopération entre les États. Souveraineté, oui, on est d'accord, et nous savons justement les questions sur lesquelles, mais on ne badine pas quand il est question de souveraineté. Il y a des questions sur lesquelles, quand on dit souveraineté, on ne joue même pas. Mais souveraineté, oui, mais ça n'empêche pas justement de coopérer quand il y a lieu de coopérer. Merci. Souveraineté, d'accord, mais on peut toujours coopérer. Suscite beaucoup de passion, mais tout ça quand même. Laisse-moi finir. Ouais, je dis sincèrement que ce sujet, nous savons que ce sujet, en fait, suscite tellement des hauts le cœur qu'il faut faire attention, justement, pour agiter encore des brindilles de balai dans des plaies. Merci. Mais les cœurs sont meurtris, mais les gens pleurent, mais ne faisons pas en sorte, justement, que, en fait, que les gens soient davantage, justement, tristes dans cette affaire. Sensible. Voilà. Eh bien, nous souhaitons que ça se mène quand même un peu rapidement pour que la vérité soit trouvée et à nous autres dite. Nicolas? Oui, et ça, il y a une chose qu'il faut définir ou bien dire dans ce que Montchonson a dit. Montchonson veut nous emmener en bateau dans ses propos. Il veut, avec les mots, essayer de défiler certains mots pour tromper les gens. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Tenez-vous bien. Si on me dit aujourd'hui que il y a deux camps qui s'affrontent au niveau de de l'expertise balistique et que maintenant on dit plus de je suis d'accord. Est-ce qu'on nous dit aujourd'hui que l'État togolais a trouvé ça et que les gens ne sont pas d'accord, bien c'est la famille qui n'est pas d'accord, c'est pourquoi on non? Mais nous n'en savons rien. Non. Donc à côté de ça, quand on parle de cette souveraineté, combien de fois Eh bien, l'information. La bulle du marché de Lomé, les déclarations de Nicolas, s'il vous plaît, discipline. J'ai la parole. Non. L'information. Tu m'as donné la parole. Oui, et vous avez déjà dit ce que vous aviez à dire là-dessus. Je n'ai pas encore fini. Je dis, la déclaration du ministre Diaz, lors de la brûlure du marché de Lomé, cette souveraineté ou quelque chose, lorsqu'il y a des faits politiques où il faut frapper, il faut casser, et que les gens interviennent d'une manière de l'extérieur pour dire oui, que nous sommes souverains, aujourd'hui, il faut quand même qu'on le fasse, pas que Montchonson ne me dise pas que cette souveraineté n'exclut pas. Oui, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on nous a dit clairement, d'abord, avant que ça ne soit fait? Ce qui veut dire qu'une certaine incapacité du père au fils, incapacité dans ses analyses, des balistiques du moins. Or, nous avons ils ont engagé des gens à qui on met des tenues qui peuvent tirer à 11h45 sur un jeune qui essaie de... Et tout ça, là, on ne dit rien. Aujourd'hui, on parle d'expertise. Évitons quand même de faire des amalgames. Non, ce n'est pas de l'amalgame. S'il vous plaît, Nicolas. Il y a beaucoup de sujets sensibles, mais débattons des sujets que nous posons sur la table. On ne peut pas tout faire intervenir. Ça, c'est une cybernétique. C'est lié. C'est une cybernétique. C'est lié. C'est question de logique pour que les gens puissent nous suivre exactement dans ce que nous... Raison de plus que je parle de cybernétique. Vérité sur la mort du colonel Madjoulba, mais d'autres vérités que nous continuons à chercher. Les Togolais, jusqu'au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. La CNDH qui a rendu public son rapport d'activité 2019 il y a quelques jours. L'Union pour la patrie en parlait, nous allons y revenir. Mais aujourd'hui encore, Eric, vous écrivez « Affaire des présumés braqueurs qui ont été abattus au Togo en 2019. La responsabilité encore à trouver ».
Et c'est la CNDH même qui demande que la vérité se fasse sur ces braquages aussi. Oui, effectivement, dans son rapport 2019 sur l'état des droits de l'homme dans notre pays, la CNDH a dit qu'elle s'est autosaisie dans l'affaire des présumés braqueurs abattus en juin 2019. Et pour mener ces enquêtes, la CNDH a eu à écouter la rue, a eu à écouter des personnes proches de ceux-là qui ont été tués, et surtout les familles qui ont cherché à porter plainte contre l'État togolais parce que ils estiment que c'est des assassinats extrajudiciaires. Et donc, après avoir écouté tout ce monde-là, la CNDH est arrivée à la conclusion quand même que effectivement ces gens ont été pris en flagrant délit sur un lieu de crime et ont été assassinés et ont été tués sur le champ par les forces de l'ordre. Et maintenant, ce que la CNDH demande, c'est que ceux qui ont commis cet acte-là soient effectivement appréhendés et jugés afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là. Et donc, je crois que la CNDH a bouclé son enquête et a remis son rapport aux autorités compétentes pour que la suite soit donnée à cette affaire de voleurs présumés. Donc, ces braqueurs ou supposés auxquels la CNDH s'est beaucoup intéressée dans son rapport 2019, cela ne constitue qu'une partie de ce rapport que la CNDH a publié sur l'année 2019. On peut s'étonner que la presse n'en a pas fait grand écho. Peut-être effet coronavirus oblige. Heureusement que l'Union pour la Patrie, vous en avez parlé déjà dans votre parution du 7 juillet dernier, quand vous écriviez, la CNDH publie son rapport 2019. La commission a dit avoir reçu 107 requêtes. Elle-même s'est autosaisie dans 3 affaires. Et dans votre article, il y a récapitulation de ces cas-là, région par région, et également thème par thème. Et surtout, administration par administration. Les services qui ont été mis en cause. Je ne sais pas si vous avez encore quelques exemplaires de votre parution, l'Union pour la Patrie, le 7 juillet. Les auditeurs pourraient s'en procurer et en savoir davantage. Oui, Primus? Oui, si les professionnels, nos professionnels des armes, 2 mois après l'assassinat d'un des leurs, un officier de haut grade, ils ne sont pas capables de déterminer l'arme du crime. Et si ils vont trouver l'arme des braqueurs pour aller arrêter quelqu'un. Vous revenez, vous établissez un rapport entre toutes ces affaires-là. Oui, puisque d'abord, c'est 2 mois après qu'on envoie les armes saisies au camp à la France. Ce qui ils sont dans les possibilités de déterminer l'arme du crime. Maintenant, on va aller demander au ministre Yac de trouver les braqueurs et les armes qu'ils utilisent dans la rue. Merci. Je rappelle, j'ai pas vu tout le journal, s'il vous plaît, Eric. Je parlais tantôt du journal Le Médium. Je n'ai vu juste que le titre, quand il écrivait que le général Yac a dit que ce ne sont pas les pistolets qui ont été envoyés en France, mais juste les balles, les balles témoins et les douilles trouvées sur le terrain. Alors, un auditeur qui doit s'y connaître nous dit que envoyer les balles ou les armes pour une analyse balistique n'est pas en soi un problème. Mais ce que l'auditeur craint, c'est qu'ils attendent plus de 2 mois pour envoyer ces pièces-là à l'étranger. Et l'auditeur dit craint que les traces soient déjà nettoyées sur les armes-là pour dire que les Français même risqueraient de n'y rien voir. Donc c'est la contribution vraiment inclusive du Club La Presse. Nous vous remercions, vous qui nous suivez et qui co-animez avec nous. Justice, parlons-en. Et souvent, nous-mêmes ici au Club de la Presse, nous parlons que des ratés de la justice et certains faits quand même méritent qu'on en parle.
Hier, dans sa parution, le confrère Le Tonnerre Tiaounyamsa écrivait « Affaire Afi Dipol rétablit dans ses droits l'ancien président du Comité national olympique du Togo, Auguste Dogbo. » C'est une affaire déjà vieille de quelques temps, mais les témoins se rappellent, enfin ceux qui ont encore la mémoire comme Primus, peut-être Nicolas aussi se rappelleront que il y a quelques temps, à sa prise de fonction, le nouveau président du CNOT avait suspendu son prédécesseur, Auguste Dogbo, Bayo, qui reprochait à son prédécesseur d'avoir trempé dans des affaires de faux passeports qui auraient même permis à une compatriote togolaise de participer à des Jeux olympiques. Eh bien, M. Dogbo, qui a saisi la justice, se trouve aujourd'hui rétabli dans ses droits. La Cour suprême rétablit Dogbo dans ses droits. Ce que nous rappelle également l'alternative qui écrit ce matin à la page 7, que la Cour suprême annule la sanction prononcée par Bayo contre Auguste Dogbo. Alors, ça veut dire quand même que notre justice n'est pas ce que nous en pensons toujours, Nicolas. En nul, oui. En nul, mais en nul, il y a dans nul. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce que ça s'annule? Est-ce que Bayara a été écouté? Est-ce qu'on a fait la part? Bon, en nul. Mais vous doutez de la procédure que la justice aurait suivie? En nul, prenons-en, en nul. Bon, c'est ce que je peux dire. Parce que moi, sincèrement, dans ce pays, vous savez, il y a des sections de choses où vraiment, quand vous vous rendez compte, vous allez dire, ben, c'est quoi? Parce que ce que monsieur Bayard aussi disait, c'était pas des choses qui étaient dans l'air, c'est des choses vérifiables. Mais en nul aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit réellement en nul là? Allons voir, c'est tout. Bien, Nicolas, peut-être que je vous offrirai volontiers l'exemplaire du journal Le Tonnerre d'hier et l'alternative aujourd'hui. Peut-être qu'à la lecture des deux articles, vous feriez peut-être une autre opinion. Oui, Eric? Et c'est vrai, ça, vous savez, on a une très mauvaise opinion de notre justice, tout simplement parce que quand vous avez une affaire et que vous vous trouvez devant un juge qui, par exemple, n'écoute pas ou n'a pas les documents de l'autre camp et qui fait un jugement, tout de suite là, vous demandez, vous êtes devant qui? Un magistrat qui ne prend pas le temps de mener des enquêtes, d'écouter toutes les parties avant de prononcer une décision. Je pense que c'est pour cette raison-là que tous les Togolais ont quand même une très très mauvaise opinion de notre justice. Cependant, je crois qu'il y a de cela quelques mois, je vous avais j'avais donné un carton vert au procureur général et au procureur de la République ici. Vous étiez étonnés. Je vous disais que dans une affaire où les avocats et les huissiers se sont mal pris à un concitoyen, le procureur général et le procureur de la République sont tout de suite allés devant les faits pour rétablir le concitoyen dans ses droits. Et c'est pour cette raison que j'avais donné un carton vert à ces deux juges-là. Aujourd'hui, le cas qui se présente à nous, je pense que c'est vrai. C'est pas à chaque fois qu'on donne raison automatiquement à quelqu'un et qu'on l'enlève de tout soupçon. Voilà. Mais il faut toujours se dire que la justice a un grand rôle à jouer dans l'avancée démocratique de notre pays. Et c'est ça même qui fait aujourd'hui, avec la création de la Cour administrative du commerce, et c'est ça qui va faire que tous les efforts que les autorités sont en train de faire dans les investissements dans notre pays, je crois que c'est à partir de cette cour-là, lorsqu'il y a des juges crédibles, là-bas, je pense que c'est ça qui va faire qu'il y aura plus d'investissement dans notre pays. Il nous arrive souvent de mélanger les torchons et les serviettes. La justice, nous parlerons toujours de ses travers, mais également devoir d'équilibre oblige. Quand la justice fait son travail en toute équité, il faut aussi de temps en temps parler. C'est vrai, mais je voudrais tout simplement inviter mon cher ami et confrère Nicolas
soit peu diluer son vin, parce que mais la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Il faut qu'on se mette d'accord dessus. Et la justice animée par des hommes est passible des erreurs, mais partout au monde. Et c'est pour ça justement que dans la plupart des droits, mais il y a toujours des mécanismes qui permettent justement de faire toujours appel. Mais aux États-Unis, il vous arrive d'apprendre que 40 ans après, 50 ans après, les gens sont rétablis dans leurs droits. Ça arrive. Même des défunts qui sont rétablis dans leurs droits, ça existe dans des pays. Donc, apprenons un peu à faire confiance à notre justice. C'est pas parce que, mais chaque pays a ses hauts et ses bas. C'est pas parce qu'il y a tellement de problèmes dans notre pays qu'il faut tout peindre en noir, qu'il faut tout voir. Mais de toutes les façons, c'est-à-dire que si Nicolas tombe devant Canal FM tout à l'heure, par le fait de quelqu'un... Je ne tomberai pas. Non, c'est pas... Je ne tomberai nullement. Ce n'est pas un souhait. Non, ce n'est pas un souhait du tout. Mais ce n'est pas un souhait. Si Nicolas, éventuellement, si quelqu'un tombait devant Canal FM, mais nous aurons affaire à cette justice, qu'on le veuille ou non. Nous aurons affaire à cette justice, pas à une autre justice. Apprenons tout simplement à faire un peu confiance à cette justice. Merci. Je me rappelle, il fut quelques années, notre confrère Daniel Lawson, qui animait une chronique sur Radio Nana FM, il en avait été privé et sanctionné. À ce moment-là, Daniel Lawson avait saisi la justice et au finish, la Cour suprême lui avait donné raison. Nous disons tout simplement que quand nous avons des affaires, recherchons les preuves, fournissons-les à la justice, trouvons un avocat qui nous défende. Peut-être que nous aurons chanté victoire. Primus? Oui, toutes mes excuses. Mon confrère donnait l'exemple des États-Unis. Lequel confrère? Monchosson. Oui. Tous ces gens qui ont été rétablis dans leurs droits, 40 ans, 50 ans, 60 ans après, c'est que chemin faisant, on a rouvert le dossier clos. Quand on s'est rendu compte qu'on a foiré sur toute la ligne, des gens volontaires ont rouvert le dossier pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion-là. À ce niveau, il faut rappeler que ce sont ce qu'on appelle comme les parties civiles ou les avocats qui ont insisté. Pas forcément, des fois même c'est d'autres qui reviennent, d'autres commissaires qui reviennent, d'autres avocats qui reviennent, qui reprennent le dossier. Oui, Primus? Oui. Société civile. Non. Quand vous prenez... D'abord, le système de justice, nous l'avons hérité de la colonisation et des Occidentaux. Qui dit que, comme disait La Fontaine, que vous soyez riche ou pauvre, ou bien noir ou blanc, les décisions du cours... blanc ou noir. Voilà. Les animaux malades de la peste. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le concept humain même pas d'un concept d'inégalité qu'on va traduire dans le système de justice. Et les âmes de bonne volonté, quand ils veulent reformer le système et le rendre beaucoup plus équitable, c'est pour ça qu'on arrive. Donc ce qu'on dit ici, il nous faut aussi une société civile forte qui s'occupe des décisions bancales de la justice pour pouvoir nous édifier dans le droit. Que ceci et cela, ici, a été biaisé parce que quelqu'un est venu voir le juge à la messe le dimanche et se sont enragés là-bas pour que le lundi, il vienne prononcer un jugement en sa faveur. Donc, c'est encore les hommes, nous les hommes qui vont encore... Mais la justice restera toujours affaire des hommes. Suivez l'actualité en Angola. Aujourd'hui, la famille de l'ancien président Dos Santos a tous les problèmes parce que son prédécesseur a laissé ouvrir des enquêtes par la justice sur ce que l'ancien président et sa famille ont fait par le passé et qui le rattrape. La même histoire également qui se dessine un peu en Mauritanie. Ça veut dire que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui doivent bien faire pour sauvegarder leurs arrières pour que la justice qui est de leur côté aujourd'hui ne les rattrape pas demain. Nicolas. Oui, au fait, tu as bien conclu et c'est bien. Comme on dit chez nous,
chaque fois qu'on parle, je sens que Montesson donne toujours les exemples négatifs des autres pays, parce que ça c'est pas chez nous. Or, nous, et c'est grave, parce que chaque fois qu'on parle, Montesson prend le vilain plaisir là, de donner de négatifs exemples, de négatifs exemples des autres, pour nous dire que donc nous aussi, il faut qu'on accepte, il faut qu'on accepte. Non, ça doit pas être comme ça. Ce que tu as dit est très fondamental, et c'est fortificateur. Excusez-moi le terme. Aujourd'hui, l'Angola, où vraiment on a entendu, c'est ce que nous aussi, c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on doit apprendre. Oui. Et non, toujours le négatif des autres, parce que c'est négatif chez les autres, et que nous aussi, nous devons apprendre ce négatif. Et c'est sur ce chemin que Montesson nous amène chaque fois. On dit oui, c'est bon, mauvais ici, là-bas. Chaque fois, il prend le vilain plaisir. Avec des... Non, ce n'est pas comme ça. Il faut apprendre ce qui est bon de l'autre. Nous n'y pas là, bon, je pense que c'est ça. Une forme de droit de réponse. Il faut apprendre à Nicolas que, mais en tout cas, nous sommes humains, et mais d'ailleurs justement, mais c'est quand il fait appel justement à son patois, mais justement moi je peux faire appel à mon patois pour dire justement on nous apprend. On ne montre jamais sa propre maison de la main gauche, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce que justement, mais c'est négatif chez nous, mais qu'il faut prendre justement le plaisir de le clamer sur tous les toits, parce que justement ailleurs n'est pas nécessairement meilleur. Mais parce que toi, justement, tu as tendance à vanter le meilleur de l'ailleurs. C'est ça le problème. Je n'ai jamais donné d'exemple de l'ailleurs. Je n'ai jamais donné d'exemple de l'ailleurs. Pour toi, je l'ai jamais fait. Nicolas, une seconde. Pour toi, parce que je voudrais rappeler encore une fois le code de la presse. Quand quelqu'un parle, ayons le courage, la hauteur de l'écouter, quitte à y revenir. Nicolas. Carton jaune. Je pense que tu me donneras, vous avez la parole après. Oui, terminez mon tour. Je veux dire d'ailleurs même que le fait pour Nicolas de revenir chaque fois, de couper les gens quand ils parlent, c'est très malsain. Et je ne lui apprends rien disant cela. Mais je ne veux même, c'est malsain, c'est pas confraternel, hein. Et tu fais bien de le dire. Mais parce que ça, c'est la base même justement de l'éducation que nous sommes appelés. Que nous recevons un peu partout. Mais justement, quand Nicolas parle, je prends mon mal en patience. Mais du moment où je commence par parler, je ne vois pas ce qui pique mon confrère. Et ça, moi, je ne sais même pas. Mais donc, moi, je peux faire en rire. Hein. Oui, okay. Je le dis, mais je peux faire en rire. Mais moi, de toute façon, comme il fait appel à son patois, moi, on m'a appris justement qu'on ne montre pas sa maison de la main gauche. Mais c'est ce que je voulais vous dire pour lui répondre tout ça aussi simplement. Encore une fois que nous sommes dans un débat d'idées. Donc laissons de côté ce que la personne qui dit, piquons les idées et allons de l'avant. Et puis c'est pas un droit de répondre chaque fois X qui veut qui pique des éléments dans les éléments de Y. Non, comme ça on n'avancerait pas. Et encore une fois, rappelons-nous les grandes oreilles pour qui nous écoutent. Eh bien, restons toujours sur dans le volet de la justice. Pour coller à l'actualité avec la dynamique Monseigneur Podjoro et Monsieur Gabriel Mensang Guillaume Kodjo qui se retrouvent bien malgré eux dans l'actualité. Vous savez que le vendredi dernier, une convocation a été adressée à Monsieur Guillaume Kodjo et à ses collaborateurs Philbert Atisso, je crois, Monsieur Mondji et Madame Adjamagbo. Eh bien, Philbert Atisso a répondu. Il en est sorti, il a répondu à la convocation du juge, il en est sorti libre. On annonce que Madame Adjamagbo doit être reçue aujourd'hui. Alors, revue de presse avec Nouvelle Opinion qui écrivait hier que prétextant une machination ourdie contre sa personne, Guillaume Kodjo se retrouve dans le maquis. Courrier de la République, lui, écrivait « Saisissant paradoxe, le candidat du Saint-Esprit qui n'est pas saint ». Le Tonnerre écrivait hier à Guillaume Kodjo, président Makiza, entre guillemets. Autre journal, Togo Matin, qui se demandait hier que fut Guillaume démocratiquement élu, entre guillemets. Est-ce que Guillaume fut la justice, ses créanciers ou son nombre? Autre journal encore, Le Correcteur, qui écrivait entre dérobade et mépris des réels besoins des Togolais, le feuilleton à Guillaume Kodjo ou le nouveau prétexte d'un pouvoir valétudinaire. Et puis il y a des propos de Madame Adjamagbo Johnson qui circulent dans les journaux, sur les réseaux aujourd'hui. Vous en avez certainement
connaissance. Primus, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, et bien sûr l'affaire Aguiome Kodjo, bien la dynamique Kodjo. Non, M. Aguiome Gabriel Kodjo n'est pas un opposant classique. Il sort de la même maison que ceux qui l'attaquent. Donc, disons que quelque part, il connaît les habitudes de la maison. J'ai souvenance de cette convocation de Maître Aguibo à la justice sur instigation de M. Aguiome Kodjo, et Maître Aguibo s'est retrouvé en prison. Est-ce que c'est le remake qu'on veut lui faire? Donc, ils se connaissent. Aguiome dit que pour servir le général Eyadema, il était parmi tous les serviteurs le plus efficace. C'est lui qui le dit. C'est lui-même qui l'a dit. Et il le disait, je crois, au ministre Trimois, ou bien, oui, c'est ça. Donc, bon, Fabre aussi, pendant 5 ans... Nous parlons d'Aguiome, s'il vous plaît. Oui, Fabre aussi, pendant 5 ans, a marché à pied ici, pour dire qu'on lui a volé sa victoire. Curieusement, la justice interdit justement cela à M. Aguiome, de dire qu'on lui a volé sa victoire. Et il joue à l'enfant récalcitrant. C'est tout. Ok, donc Aguiome qui avait dit qu'il ne répondrait pas à la convocation du vendredi, il ne s'est pas présenté. Et puis dans la foulée, nous apprenons qu'il serait entré dans le maquis. Et dans ses derniers propos, Mme Adjamagbo dit que M. Aguiome se retrouve bien sûr en un lieu secret, mais qui serait toujours sur le territoire national. Eric? Oui, c'est ça l'information. Je voudrais juste dire un mot par rapport à la conclusion de Primus, qui dit que on interdit à M. Aguiome de réclamer sa victoire par rapport à M. Fabre qui l'a fait pendant 5 ans. Je crois que c'est... En fait, M. Fabre avait revendiqué sa victoire pendant 10 ans. Hein. Ouais, 5 ans fois 2. Oui, mais c'est pas dans les mêmes conditions. Parce que Monsieur Jean-Pierre Fabre, malgré cette réclamation-là, n'a jamais utilisé les sceaux de l'État, les emblèmes, ni nommé un premier ministre et tout ça. C'est ça qui a été quand même à la base de la première convocation de Monsieur Aguiome, et après il a signé lui-même un document pour lui permettre de recouvrer sa liberté. Et donc, quand tu signes un document, quand tu acceptes les conditions pour ta libération, et justement, il faut les respecter. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, M. Aguiome a dit, je ne vais pas répondre à la convocation du juge. Et Mme Adjamagbo nous apprend qu'il est en lieu sûr. C'est le plus important. Toutefois, nous ne souhaitons pas que M. Aguiome soit incarcéré pour des sujets politiques, mais plutôt quand même que les deux camps trouvent un consensus pour que la paix règne dans ce pays. Merci. En Guinée Dépêche, nous apprenons que le collège d'avocats de Maître Aguiome, de Monsieur Aguiome, vient de sortir un communiqué dans lequel ils disent que Monsieur Aguiome avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO au fin de prendre des mesures provisoires sur la procédure en cours. Et c'est ce que ces avocats viennent de rappeler à la justice togolaise, que M. Aguiome a saisi la Cour de justice de la CEDEAO de suspendre la procédure ici. Mais c'est il faut que la Cour de justice de la CEDEAO se prononce d'abord avant que la procédure n'évolue ici. Voilà les éléments que nous pouvons vous apporter. Comme il est 12 heures, on va devoir marquer une pause et nous ouvrir sur les auditeurs, quitte à revenir sur l'une ou l'autre question déjà débattue. Nous avons parlé de la fête nationale en France aujourd'hui. Nous avons parlé également des ouvertures progressives dans notre pays. On a également parlé de la suite de l'enquête sur la mort du colonel Madjoulba, le rapport 2019 de la CNDH, Monsieur Auguste Dogbo qui vient d'être rétabli dans ses droits. Et puis on a terminé avec l'affaire Dynamique Kodjo, Aguiome Kodjo.
sur l'un ou l'autre sujet. Vous êtes bien bienvenus. Le premier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour. Sylvain Agbaï. Il est parti. Peut-être il va laisser la place à un autre. Bonjour, l'ami en ligne. Oh, bonjour. Oui, c'est monsieur. Allô. Bonjour, Canal FM. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Allô? Oui. C'est monsieur Sandé. Monsieur Sandé. Oui. Ok, allez-y. Salut tout le plateau. Oui, allez-y directement, s'il vous plaît. Ok. Eh bien, je veux dire une chose. Nos journalistes, quand ils émettent des idées, il faut qu'il y ait de la véracité dans tout ce que vous dites. Lorsque vous arriverez à nous dire la vérité des faits tels que ça se passe, je pense que le pays pourrait avancer. Là, vous parlez de quel sujet précisément, s'il vous plaît? Je prends le cas dont vous avez débattu du colonel qui a été tué. Majulba? Oui. Ça. Et que des collègues se permettent de défendre comment dirais-je, de parler de la souveraineté du Togo, où ici le Togo ne pourrait pas être souverain, alors que lorsque le Togo lorsqu'il y a des élections qui se seraient truquées, et que des États nantis, comme des États-Unis, nous diraient de revoir les comptes, on dira que le Togo est souverain, alors que quand il faut faire de bonnes choses nous-mêmes, on n'est jamais souverain, on doit s'adonner à des États comme la France, on n'aura aucun résultat de ce qui sera fait. Alors là, je prie les journalistes, parce que vous êtes des hommes de grande moralité, des hommes d'éthique, pour que s'il y a la vérité, vous nous dites telle qu'elle, ça nous permettrait aussi d'avancer. Merci. C'est ce que nous essayons de faire, cher monsieur. Nous passons au suivant. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. L'ami Kokou. Ouais. Oui, allez-y. Je salue le plateau. Je voudrais aborder sur le sujet de la mort du colonel. Oui. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, il y a un côté que vous n'avez pas vu. Moi, je ne veux pas parler de la souveraineté de notre pays. Ce qui me choque, lorsqu'on nous a parlé de 75 pistolets, c'était sur une chaîne internationale. Pourquoi nos gouvernants n'ont pas saisi la chaîne internationale pour publier un droit de réponse pour nous dire qu'ils n'ont pas envoyé des pistolets? C'était quelle chaîne, s'il vous plaît? RFI. Oui. C'est sur RFI, non? Mais pourquoi aujourd'hui, le ministre sort un interview dans une autre presse privée togolaise qui dit qu'on n'a pas envoyé. Est-ce que c'est comme ça, le code de la presse a prévu les choses? Merci. Je vous renvoie, trouvez le journal Le Médium, vous lirez pour savoir exactement ce que le confrère a écrit en relatant les propos du ministre Yark. Nous passons maintenant à Karim. Bonjour. Allô, l'ami Karim. Bonjour, Sass. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va chez nous. Je suis toujours dans mon taxi, je vous écoute en direct. Ok, mais quand même, attends, c'est imprudent. Non, je serai la voiture. Ok, serré. Et maintenant, parlez. Normalement, je tire le chapeau à Nicolas. Et la première question, c'est à vous-même. Je voulais vous demander, normalement, quand on invite un journaliste, on disait que c'est débat contradictoire. Moi, je sais que normalement, quand on invite des journalistes, laissez les gens s'exprimer ce qu'ils en ont. Si c'est pas bon, là, les étudiants vont appeler, on va essayer de les corriger. Maintenant, si la personne veut parler, et vous tu ne veux pas laisser les gens s'exprimer, vous voyez que nous, des fois, ça nous dérange quoi. L'ami Karim, vous êtes chauffeur de taxi, je suis animateur radio. Oui, c'est deux fonctions différentes, s'il vous plaît. Et chaque profession a ses règles. Ok. Merci beaucoup. Pour la mort de colonel Majulba, normalement, c'est pas la France qui doit venir nous faire quoi que ce soit. Nous-mêmes, on devait le faire chez nous. Le ministre Yack ne peut jamais nous dire qu'ils ne sont pas capables d'attraper les gens qui ont tué le colonel Majulba. Ils les connaissent tous. Ils n'ont qu'à nous le faire citer, ils n'ont qu'à laisser la France en dehors de ces trucs-là. On est chez nous. On est au Togo. Ils n'ont qu'à nous citer les gens là. Ils sont capables d'attraper les gens là. D'ici à midi, ils peuvent les arrêter.
faut pas qu'ils nous mentent dans le pays. Merci beaucoup. Merci Karim. Bonne journée au volant de votre taxi. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour. Sylvain. Oui. Ok, bon retour. Oui, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, monsieur, je salue les journalistes. Et pour ce qui concerne la mort du colonel, franchement, moi je pense qu'ils ont essayé de brûler la piste, ils n'ont pas crevé. Et puis comme c'est la France qui a dit pour brûler la piste, il y a un événement de... Là, vous faites un procès d'intention aussi bien au Togolais qu'à la France, s'il vous plaît. Ah mais oui. Donc, c'est dans un cas que ça s'est passé. Il faut que l'autorité nous dise aujourd'hui qu'ils n'ont pas trouvé les éléments possibles pour nous dire, franchement, c'est pour brûler la piste. Ok. Vous l'avez pensé, vous l'avez dit, mais nous recherchons tous la vérité dans cette affaire. L'ami Komi, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je serais très ravi si dorénavant personne ne rentre dans le parcours de discussion de l'autre. Je vous tire chapeau pour la régularisation. Mais les confrères n'ont qu'à se patienter. Nous les suivons religieusement. Donc quand ils se rentrent dedans, franchement, ça désole. J'aimerais poser une question et faire une analyse. La question, ça va à tous les journalistes sur le plateau. Quand il y a un fait, le journaliste est appelé à aller sur les lieux. Qui d'entre vous est allé au camp pour vérifier sur la mort du colonel, l'emplacement de son bureau, sa place là où les choses se sont passées, comme on peut le dire sur le cas de Adakpame ou Avedji. Mon analyse s'articule sur toujours la mort du colonel. Si on avait fait une expertise ici, comme je pourrais citer le ministre de la Sécurité qui dit « on se connaît dans ce pays, on sait qui fait quoi et qui est qui. Si vous allez au Bénin, je vais vous prendre. Si vous allez au Ghana, je vais vous prendre. » Alors, on pourrait faire une analyse ou bien une expertise qui donne des noms et ces victimes peuvent faire une contre-expertise. Si on ne se comprenait pas, là on peut faire appel à l'extérieur. Mais quand des éminents journalistes nous font des analyses qui nous font dormir debout, ça laisse à désirer. Bonne journée à vous. Merci de rester éveillé malgré les commentaires des journalistes qui vous font endormir. Le suivant, bonjour. Bonjour, frère. Oui, c'est monsieur C'est Simplice à la parole. Simplice. Oui. Ok, nous vous écoutons. Simplice, excusez-moi. Et quand vous êtes à l'antenne, je pense que vous avez d'abord un devoir de nous informer. Et quand des journalistes commentent debout, c'est un peu plus... Quand tu veux révéler un fait, faites attention. Vous voulez parler de quoi précisément, s'il vous plaît, l'ami Simplice? D'accord, c'est pour parler du cas du colonel. Oui. Le français dit, qui tue pas arrêté, serait pas arrêté. Si le colonel avait tué par arrêté et tué par arrêté, une analyse va aller. Mais s'il n'avait pas tué par arrêté, quelqu'un l'a tué par arrêté, attendant que quelqu'un a tué par arrêté, par arrêté. Quand des fois, déjà, des analyses... Bon, en quoi est-ce que ce que vous dites là nous fait avancer dans le débat, s'il vous plaît? Vous savez que ça fait avancer. Parce qu'il y a un fait que des spécialistes doivent nous déclarer. Je suis désolé, l'ami Simplice, mais il n'y a pas d'éléments vraiment riches dans votre développement. Nous passons à l'autre. Comme l'a dit, bonjour. Bonjour. Oui. C'est à propos de la mort du colonel. Oui. Mais je me pose la question. Si le gouvernement qui a commis des commissions pour faire les enquêtes, s'il savait qu'il ne veut pas, il n'allait pas aller jusqu'au bout, pourquoi ne pas directement appeler la France pour venir à leur secours? Ils ont attendu des mois avant d'envoyer soi-disant les balles. Donc le temps qu'ils ont fait là, moi, mon inquiétude est que peut-être ils ont déjà brûlé la piste. Les vrais coupables ne seront pas cités dans cette affaire. C'est votre crainte? Effectivement. Ok, merci beaucoup. Nous passons maintenant à Patrick. Bonjour. Bonjour, mes amis, comment vous allez? Oui, ça va chez nous. Merci beaucoup. Mes chers amis, écoutez très bien. Le débat concernant la mort du colonel est très sensible. Et tout ce que nous racontons, personne n'est témoin de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un citoyen lambda qui a été assassiné.
c'est un corps habillé, un haut gradé d'une république souveraine. Donc, des enquêtes, on ne peut pas se lever de jour aujourd'hui pour dire que voilà, sans que les enquêtes ne soient vraiment eu lieu. Donc, donner le temps aux concernés. Vous savez, on dit quand la maison de ton ami brûle et que le voisin à côté, il peut venir t'aider, n'est-ce pas? Alors, ils ont su que l'assassinat là les dépasse. Ils ont fait appel à un autre pays plus développé. Une question pour notre ami journaliste qui a donné un adage à Neve là, Nicolas, voilà. Est-ce que, s'il peut me répondre, ce que vous avez là-bas, ça comme instrument de travail, c'est la même chose que, je peux dire, RFI aussi a présentement? Si il ne peut pas me donner réponse, moi je suis prêt à lui donner encore la réponse. La réponse est que les équipements de RFI dépassent celui de Canal FM ici. Là, on ne le sait parce que la France est un pays, quoi qu'on dise, c'est un pays plus développé que le Togo. Donc, si on fait appel à un État plus développé, c'est pour nous éclaircir et nous donner exactement ce qui s'est passé. Mais entre-temps, nous accusons l'État que les débats sont lents. Pourquoi nous sommes là sans nouvelles? Merci Patrick. Merci Patrick. On va terminer avec Kossi Pierre. Oui, allô? Oui, Kossi Pierre. Bonjour, ça. Bonjour à vous. Je remercie l'auditeur précédent, celui qui est venu avant l'autre, qui a cité le général Yak, que ici, dans ce pays, on connaît tout le monde, on sait tout ce que nous faisons. Si vous allez à l'extérieur aussi, on va vous attraper. Moi, je pense que pour ce qui s'est passé là, on n'a même pas besoin de passer. Vous pensez que le président de la République, il y a quelqu'un qui est décédé, mais tu frappes sur la table, tu as le nom. Tu as le nom, on n'a même pas besoin de faire des enquêtes, tout ça là. Ce n'est pas quelqu'un qui est tué au grand marché, on va diligenter des enquêtes. Merci Kossi Pierre. Merci. Faute de temps, on suspend là, on revient demain. Eh bien, chers confrères, le sujet qui a intéressé tous nos amis auditeurs, c'est la mort du colonel Madjouba. Malgré tous les sujets importants que nous avons développés aujourd'hui. Eric? Oui. Je voudrais d'abord répondre à... Une minute, s'il vous plaît. Oui. À un auditeur qui demandait si les journalistes étaient allés sur le terrain pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé autour de... Enfin, pour mener des enquêtes. Je voudrais lui dire que, très sincèrement, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter les journalistes, ni de les lire. Et si comme ça, vous allez toujours faire des analyses erronées et vous allez donner des avis pour je ne sais dans quelle intention. Ça, si vous vous rappelez, ici, on avait débattu sur l'assassinat du colonel et tu étais en train de poser une question en demandant qu'est-ce qui pourrait se passer jusqu'à ce qu'il y ait une scission entre la famille Madjouba et l'État togolais pour que la famille réclame le corps du colonel. Et ma réponse était ceci. Est-ce que tu es sûr que c'est réellement la famille proche, la famille directe du colonel qui réclamait ce corps? Aujourd'hui, le déroulement de l'enquête nous donne raison. Et à la sortie, il y a un auditeur qui avait appelé pour dire du n'importe quoi sur moi et les réseaux sociaux se sont enflammés mais aujourd'hui, j'ai raison sur toute la ligne parce que en son temps, je ne voulais pas vous donner la composition de la commission d'enquête. Aujourd'hui, je peux vous dire parce que je viens de rendre public cette liste-là, et vous trouvez le nom du colonel Kalis Madjouba, qui est le frère du colonel assassiné. Donc, à partir de ce moment, je demande aux auditeurs de faire très attention. Quand nous parlons, c'est que nous sommes sûrs de ce que nous disons. Nous avançons des analyses par rapport aux éléments d'appréciation que nous avons. D'avoir pris trop de temps. La prochaine fois, vous ferez plus bref. Nicolas, une minute. Oui.
D'abord, merci aux auditeurs. Il y a un auditeur qui a fait une remarque me concernant, bien sûr, qui disait lorsque le débat est enchevêtré entre collègues que ça laisse à désirer, il n'arrive plus à écouter. Oui, c'est vrai. Je prends ces remarques, ces observations en compte. Mais à côté de ça, il faut reconnaître aussi que dans les faits, quand nous, journalistes, nous essayons de débattre sur un sujet, c'est parce que antérieurement, nous maîtrisons les contours du sujet d'une manière ou d'une autre. On n'est pas des dieux. On peut se tromper, oui, mais à côté de ça, il faut reconnaître que d'une manière ou d'une autre, nous maîtrisons certains contours. Nous sommes allés, nous avons interviewé des gens, nous avons rencontré d'autres personnes que eux, par exemple, auditeurs, ne savent pas. Donc, de grâce qu'ils prennent. Merci. Merci. En compte. Ce n'est pas fini. La minute a fini. Tu vois encore. Oui, une minute. Vous l'avez dépassé d'ailleurs. Monte ça. Une minute. Alors, juste deux petites choses en une minute pour dire que pour répondre à ces auditeurs qui se posent des questions ou une minute, qui doutent éventuellement de la qualité des journalistes que nous sommes. Non, aucune vérité ne se laisse facilement dépouiller. Hein. Il ne faut pas profaner d'ailleurs le mot vérité. Mettons-nous d'accord, il ne faut pas profaner le mot vérité. C'est facile à dire, il faut être véridique, c'est trop facile. Mais parce que dans cette affaire, je le disais tout à l'heure, c'est très sensible ce sujet. Est-ce qu'on est sûr? D'abord, est-ce qu'on est sûr? Merci, votre minute a expiré. Primus de nous. Primus? Oui. Une minute, j'avais dit. Oui, Primus. J'ai pas fait une minute. Non, oui. Si. Non. Primus. Merci à tous les auditeurs qui ont fait des remarques sur notre intervention en tant que journaliste. On en tiendra compte la prochaine fois. Je prie aussi les collègues d'être collégiales les uns avec les autres quand nous sommes sur l'antenne. Merci encore une fois. Ce que Aimé Césaire nous a écrit. C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance conquise, lucide, hors de naïveté. Voilà. S'il vous plaît, vous êtes médecin, professeur, homme politique, chef d'entreprise, mais nous sommes journalistes, nous ne sommes pas des dieux comme Nicolas l'a dit, mais laissez-nous vous informer, vous ferez votre opinion de votre côté. Tour pour vos cartons du jour, Montoso. Je vais répondre un peu à mon compte la citation du jour, à sa chute pour dire, je suis du côté de l'espérance en tant que Togolais. Conquise. De l'espérance conquise en tant que Togolais, c'est pour ça que, quelles que soient les situations difficiles dans le pays, je crois que le meilleur vient. C'est pour ça que je souhaite décerner un carton vert aux forces de l'ordre qui sont aux aguets, qui veillent sérieusement depuis ce matin pour le respect justement du port des masques. Merci. Nicolas Kofi-Gandibli, votre carton? Pas de carton, seulement peut-être un carton. Comment c'est, rouge ou jaune? Rouge, jaune ou vert. Donc rouge pour Corolla Kina. Donc voilà. Oh là là. Ok. Eric Johnson. Merci, ça. J'ai pas de carton, mais je voudrais dire quand même un petit mot par rapport au respect des mesures barrières. Aujourd'hui, nous constatons. Nous sommes à la page des cartons. Oui. Un carton, si oui. J'en ai pas. Ok, c'est carton ou carton. Eh bien, Primus. Un carton de félicitations à Sass lui-même pour sa vigilance quand il dénonce les autorités qui ne respectent pas justement les mesures barrières. Je ne dénonce personne, j'expose les faits. Voilà, okay. Merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Célébrant la vie, c'est un trésor.